Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué que j'ai effectué un petit voyage au Japon. Parlons-en. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais remercier ma sœur d'avoir sponsorisé ce voyage. C'est uniquement grâce à elle que j'ai pu me rendre sur place. Envoyez-lui de l'amour. Vu que bien évidemment nous sommes sur une chaîne YouTube qui parle de photographie, on va parler de photos au Japon. Je ne sais pas trop quoi vous raconter, mais je vais vous montrer quelques images, quelques petits lieux qui ont été sympas, que j'ai pu visiter. Et puis voilà quoi, on va un tout petit peu parler du matériel utilisé, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Tout photographe qui veut partir en voyage se pose toujours la même question. Faut-il prendre avec soi l'appareil photo le plus performant qu'on possède pour faire les photos les plus haute qualité possible, comme ça le souvenir restera longtemps? Ou est-ce qu'on veut justement ne pas trop s'encombrer pour profiter du voyage réel? Je suis parti originalement dans l'optique de voyager léger avec un appareil photo pas trop sophistiqué avec lequel je n'allais pas me prendre la tête, mais je me suis rapidement rendu compte sur place que j'adorais ça, faire des photos. J'adore prendre des photos, et vu que j'adore prendre des photos, c'est quand même chouette de pouvoir prendre en photo plein de choses avec du matériel qui nous fait plaisir d'utiliser. L'appareil photo avec lequel je suis parti, c'est le Canon 100D, le boîtier réflexe le plus petit que je possède. Il est extrêmement léger et monté dessus, vous remarquerez le 24 mm f 2.8 de chez Canon, qui est aussi un des objectifs les plus petits disponibles dans cette monture. Comme autre objectif pour de la photographie un peu plus classique, j'ai pris le 35 mm f2 et le 50 mm 1.8. J'étais d'avis originellement de prendre avec moi un zoom, mais en fait les zooms que j'ai qui sont assez petits pour aller sur ce boîtier sont des zooms qui optiquement sont pas très bons. J'avais quand même envie de ramener avec moi des photos avec un minimum de qualité, vous comprenez. Cet appareil a été absolument parfait pendant toute la première partie du voyage. Je l'avais tout le temps sur moi, je le mettais dans ma petite pochette que j'avais sur moi, ma banane. Je me suis rapidement rendu compte que c'était sympa d'avoir un tout petit sac avec soi quand même, puisque il faut toujours se balader avec son passeport au cas où on se fait contrôler, et que j'avais pas de poche assez grande dans mes pantalons pour mettre efficacement mon passeport, ni pour mettre mon téléphone. Le voyage a commencé à Tokyo. Faut savoir qu'on a fait un voyage pas trop touristique. On n'a pas visité les lieux où il y avait beaucoup de touristes. On était plus d'optique de se fondre un peu dans le décor. Et d'avoir une expérience un peu plus réelle. En fait, on est allé là-bas avec ma sœur pour accompagner une amie qui va faire un échange dans le cadre de ses études universitaires et qui donc, elle, se fond dans le décor là-bas un peu plus qu'une touriste vu qu'elle va quand même y rester une année. Et ça nous a permis donc à nous aussi de rester un peu plus avec les locaux et de côtoyer des endroits qui sont pas trop pleins de Français et d'Américains. Enfin voilà quoi. Franchement, c'était cool. C'était vraiment chouette. Comme je disais, on a commencé notre voyage à Tokyo. On s'est pas mal baladé, on a fait pas mal de shopping, on a bu beaucoup de bière. Ils ont de la très bonne bière là-bas. Elle est assez basique, c'est de la bière blonde, mais elle passe. Elle est toujours fraîche. Elle a bon goût, elle est pas amère, elle est pas sucrée, elle est juste comme il faut. Elle est pas trop gazeuse non plus, elle est assez facile à boire. Franchement, j'ai bien apprécié, ouais. On a aussi testé d'autres types de boissons, bien entendu. J'aime pas du tout leur thé. J'aime bien le thé ici. C'est marrant parce que j'ai toujours cru que j'appréciais correctement les thés japonais ici aussi. Mais en fait, en allant au Japon, je me suis rendu compte que non, je déteste le thé japonais. Il est toujours extrêmement amer, des fois même un peu salé pour quelconque raison.
Ils ont du thé qui est cuit, roasted, en mode grillé en fait, et qui a vraiment un petit goût de viande carbonisée que je trouve... Ah, je déteste ça. J'ai pas aimé leur thé, et je n'ai pas aimé leur pâtisserie non plus, Ouais. Après avoir passé 3 nuits à Tokyo, on a pris un car pour se rendre à Osaka. C'était très particulier de passer d'une zone 50 Hz à une zone 60 Hz. Osaka, c'est une ville qui m'a beaucoup plu. Quand on est arrivé là-bas, on est arrivé à 7h le matin, on était assez crevés, on était affamés, et tout est fermé le matin là-bas. On a eu beaucoup de peine à trouver un petit café, mais on a trouvé un café avec une vibe un peu française. Ils aiment beaucoup marquer des choses en français un peu partout, mais c'est souvent un petit peu foireux. Genre, des fois, il y a juste simplement des fautes d'orthographe. Pourquoi pas, hein, honnêtement, ils font ça des fois aux États-Unis aussi. Je suis sûr qu'ils font ça un peu partout. Ça sonne bougie, en fait, le français, pour beaucoup de gens, en fait. Ça sonne bougie. Quand on a visité ce temple, j'ai pris avec moi le 35 mm f2, ça m'a permis de faire quelques petits plans un peu plus rapprochés des différentes choses qu'on a vues là-bas, mais c'est vrai que quasiment tout le voyage, je l'ai fait avec le 24 mm de chez Canon, qui est ici équivalent à un 35. C'est quand même une longueur de focale que j'apprécie pas tant que ça en temps normal, parce que je trouve que c'est trop large pour faire de jolies photos rapprochées d'objets ou de sujets ou de gens ou d'animaux, etc. Mais que c'est quand même un objectif qui est trop zoomé pour prendre facilement des rues, des bâtiments et des choses comme ça aussi. Donc j'aime pas trop le 35 mm équivalent full frame en général, mais il a quand même un côté pratique parce que si il est un petit peu trop large des fois et un petit peu trop court des fois, un 50 mm c'est quasiment toujours trop long quand on voyage, et un 24 mm full frame c'est quasiment toujours trop large quand on voyage. Donc le 35 mm est un compromis. Mais comme tout bon compromis,
c'est pas la solution idéale non plus. Cela dit, c'est vrai que grande majorité des photos que j'ai prises ont été prises avec ce 24 mm. Et optiquement, il est très sympa, même si il a pas mal de distorsion. Ça se corrige bien entendu dans Lightroom. Si vous avez vu ma vidéo sur le Canon 100D qui est sortie il y a un petit moment maintenant, vous savez que j'ai bien aimé cet appareil. Et là, au Japon, ça m'a confirmé encore plus à quel point j'adorais cet appareil. Déjà, sur toutes les photos que j'ai prises pendant le voyage, l'appareil n'a quasiment jamais raté le focus. Les photos sont toutes nettes. L'appareil a aussi extrêmement bien tout exposé. J'ai pas eu de photos qui étaient trop lumineuses et j'ai pas eu de photos qui étaient trop sombres. En général, quand je fais des photos comme ça en mode voyage où je réfléchis pas trop, disons que le plus important c'est le cadrage. Et pour l'exposition, je laisse l'appareil faire en automatique. Pour faire des belles photos en automatique avec ce Canon 100D, j'ai quasiment toujours utilisé le mode priorité ouverture. Et en général, je choisis une ouverture de 5.6 pour prendre en photo des objets, f4 s'il commence à faire un poil plus sombre ou un poil nuageux, et 2.8 pour isoler un sujet. Dès qu'il commence à faire nuit, je passe du mode priorité ouverture au mode priorité vitesse avec les ISO en automatique. Et en mode priorité vitesse, je choisis une vitesse de 1/60 de seconde ou 1/50 de seconde qui va me garantir des photos nettes. Ensuite, la profondeur de champ, je la maîtrise pas trop. En principe, vu qu'on est dans la nuit, l'appareil va quasiment toujours utiliser 2.8 avec cet objectif. C'est pas un problème parce que 2.8 sur un objectif comme ça donne suffisamment de profondeur de champ pour faire des photos qui sont suffisamment nettes. En basse lumière, je trouve que c'est parfaitement adéquat et que ça rend plutôt bien. Petit réglage que j'ai activé, que je vous recommande énormément d'activer si vous utilisez un de ces boîtiers là, même si vous faites du RAW, parce que oui, ça a un impact sur le RAW aussi. C'est un réglage qui existe sur tous les boîtiers Canon de ce que je sais. Il est un peu caché au fin fond des réglages. Ici, celui-ci, il faut aller dans Fonction personnalisée. Et ça s'appelle Priorité haute lumière. Je sais que les appareils Fuji ont aussi un réglage comme ça qui s'appelle plage dynamique et que les Nikon ont aussi un réglage comme ça qui s'appelle D-Lighting. En gros, ce que ça fait quand vous activez ce réglage, ça fait que à chaque fois que vous faites une photo, même en RAW, l'appareil va prendre des images avec l'ISO en dessous de ce que vous choisissez. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez ISO 400, l'appareil va en fait faire une photo avec ISO 200 et va ensuite la booster après l'avoir prise. Ça peut techniquement créer des images qui sont un tout petit peu plus bruitées, même si personnellement je remarque pas la différence. L'avantage par contre c'est que ça vous donne un diaph complet de plage dynamique supplémentaire dans les hautes lumières et donc ça vous permet d'avoir beaucoup moins facilement des éléments cramés dans votre photo. C'est ultra sympa et ça tout de suite transforme votre Canon en un appareil beaucoup plus agréable à utiliser en mode automatique parce qu'il y a beaucoup moins de chances que vous vous retrouviez justement avec des hautes lumières cramées. Et puis après, ça reste un Canon, donc comme tout bon Canon, le dégradé des hautes lumières entre les choses brûlées et les choses qui sont correctement exposées est beaucoup plus agréable. Je me filme actuellement avec un Canon, ce qui est là dehors de cette fenêtre est complètement cramé, mais la transition entre le blanc du cramé et l'intérieur est fluide et plutôt esthétique et c'est l'avantage des Canon. Donc il faut pas avoir peur d'avoir quelques hautes lumières un peu cramées. Mais en tout cas, j'ai pas eu de problème pendant tout le voyage, donc c'est vraiment cool. Et c'est à peu près là que la vidéo va se terminer. On a passé une dernière nuit à Osaka avant de prendre un petit avion pour se rendre sur une île. Et je vous raconterai la suite du voyage dans une deuxième partie de la vidéo. J'ai envie de mentionner un dernier truc avant qu'on se quitte. Pendant que j'étais à Osaka, j'ai eu la possibilité de visiter un magasin de photographie
incroyable. J'ai vu tellement de matériel là-bas et j'ai dépensé de l'argent. Je me suis acheté un super boîtier qui m'a servi sur le reste du voyage. La suite dans la partie 2. Je fais en 2 parties parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. C'est pas pour me faire plus d'argent, hein. Faut pas croire que ces vidéos me ramènent de l'argent. C'est juste parce que j'ai tellement de photos et de vidéos à trier que pour gagner un peu de temps, je vous poste déjà ça maintenant. Et quand j'aurai fini la suite, vous aurez le droit à la suite. Voilà. Bisous!